Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la crise, la guerre en Ukraine, la Russie face à elle-même, c'est la question que pose notre invité, l'écrivain et traducteur André Markovitch, auteur de Et si l'Ukraine libérait la Russie, publié au Seuil dans la collection Libelle. Le livre d'un passionné de littérature russe, de Dostoïevski, Pouchkine, Tchekhov, encore Gogol, qu'il a par ailleurs traduit. André Markovitch espère que les Russes regarderont un jour dans le miroir que leur tend l'Ukraine. Il est indispensable que la réalité des crimes commis en Ukraine par l'armée russe parvienne à la conscience des Russes eux-mêmes, écrit-il dans ce court essai qui paraît donc au Seuil. Bonjour à vous, André Markovitch. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que Bonjour. verrait la Russie ou les Russes dans ce miroir, si on leur tendait un miroir qui ne serait pas un miroir déformant, un miroir comme celui de la reine aussi dans Blanche-Neige, un miroir aux alouettes, tout ce qui trompe en fascinant? Je pense qu'il verrait l'image de la violence, d'une violence, ancestrale, d'une violence ontologique qui est celle de l'histoire russe. Et il verrait aussi l'image de la honte. Et je pense que le régime de Poutine s'est construit sur le nationalisme et donc sur une espèce de récit mythique réinventé d'une fierté nationale. Ce que nous voyons dans la réalité et qu'on voyait finalement depuis des années et des années et des années, c'est une honte sans nom. Honte de la politique intérieure, honte à l'extérieur, honte dans les rapports entre les gens, et une violence qui est terrifiante à tous les niveaux de la société. C'est ce que vous ressentez aujourd'hui, André Markovitch. Vous avez du sang russe qui coule dans les veines, vous êtes un passionné de littérature russe, vous êtes russophone et russophile, et aujourd'hui vous diriez que le sentiment dominant qui vous habite, c'est la honte? C'est la honte. C'est la honte et la douleur. Mais la honte que, au nom de ce qu'ils appellent le monde russe, qu'est-ce que c'est que ce monde russe que Poutine veut imposer, au nom de finalement la Russie, on arrive à des horreurs pareilles, qu'on arrive à nier finalement l'existence même des Ukrainiens. Puisque finalement, c'est ce que dit Poutine qu'il explique lui-même, et c'est ce que reprennent tous ses commentateurs, comme ce Timofey Sergeev, qui a écrit un article dans lequel il explique que il n'y a pas d'Ukrainiens, il n'y a que des Russes. Et les Ukrainiens qui n'accepteraient pas de comprendre qu'ils ne sont pas Ukrainiens mais Russes sont des nazis, que donc il faut les éliminer. C'est écrit en toutes lettres. Et devant ça, j'ai un sentiment et de révolte et d'indignation. Après, il y a encore autre chose. C'est-à-dire que pas toute, mais la culture russe vivante, la culture à laquelle, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai donné ma vie, tout mon travail, est une culture contre l'État, ou contre et en dehors. Vous savez, en Russie, il y a toujours eu cette espèce de double... Il y a deux forces, et c'est ce que Pouchkine a dit. Il y a d'un côté l'État, la nation, le tsar, disons ça comme ça, qu'il soit. Et ça peut être grandiose, ça peut être terrible, c'est généralement terrible. Ça ne prend pas en compte l'individu. La dimension de l'individu dans la vie russe n'a jamais été prise en compte. On dit en russe « les rubet щепки летят ». Ça veut dire quand on coupe un bois, une forêt, il y a des copeaux qui volent. Et personne ne fait attention aux copeaux. Et de l'autre côté, il y a ce que Pouchkine a appelé « dom », la maison quand il est mort. Et que finalement il a choisi de mourir en duel, parce qu'il a compris que le tsar lisait les lettres qu'il écrivait à sa femme. Pouchkine a dit, il faut que j'arrange ma maison. Ma maison, c'est tout ce qui est la dimension privée. Or, la dimension privée n'existe plus. Et c'est ça qui est insupportable.
Et il n'y a que cette horreur de l'Empire. Et la littérature russe est élevée contre ça. Moi, je suis née ici. C'est ici qu'ont vécu mon père et ma mère, mon grand-père. J'aime cette maison. Je ne comprends pas ma vie sans la Cerisay. Et s'il faut décidément vendre, eh bien... qu'on me vende avec la Cerisay. Avec la Cerisay. Extrait de la Cerisay avec Isabelle Huppert. Oui, dans notre traduction, Françoise Morvan et moi. Oui. Exactement. Vous écrivez que les Russes doivent passer de Dostoïevski à Tchekhov, du genre littéraire de l'épopée à une description un peu plus fidèle de la réalité. La Cerisay serait pour vous l'allégorie de la Russie tout entière, mais d'une Russie qui se délite. En quoi ? Tchekhov détestait Dostoïevski. Et il disait que Dostoïevski fait partie de ces écrivains qui apprennent aux gens comment il faut vivre, alors que la littérature, elle doit plutôt montrer aux gens comment ils vivent. Et je dis que oui, Dostoïevski est du côté commandé. Bon, j'ai traduit toutes les œuvres de fiction de Dostoïevski, mais Dostoïevski est du côté de l'épopée, d'une espèce d'épopée nationaliste. Voilà. Qu'est-ce qui rend la vie impossible ? Tout. Le nationalisme, la violence, la corruption. La Russie est un pays totalement corrompu. Vous savez, la phrase en Russie, c'est «Skolko kamo», combien à qui ? Parce que ça dépend. Combien à qui ? À qui ? «Skolko kamo». Et c'est une phrase terrible. Mais ça explique qu'en même temps, qu'on voit ça. C'est-à-dire qu'ils ont tellement tout volé qu'ils ont détruit que l'armée est dans un état invraisemblable. Et une des raisons pour lesquelles il y a ces pillages hallucinants, quand on voit ces images de chars avec autour où ils volent des sièges de toilette, des bidets, des trucs, mais monstrueux. C'est la misère des gens en Russie. Alors je dis pas que la misère justifie ça, hein. Et Dieu me préserve de dire ça. Mais c'est ça, cette espèce de misère absolue des provinces russes. Parce qu'on parle de Moscou, on parle de Pétersbourg, de 2 ou 3 grandes villes où finalement la vie est européenne. Mais si on regarde à l'intérieur, au fond, dans les provinces de Sibérie ou ailleurs, ou au Caucase, mais c'est inimaginable. Sur la Cerisay, vous écrivez « Le 24 février dernier, ce qui m'a brutalement frappé, c'est que les premières batailles près de Kharkov se déroulaient sur le territoire même de la Cerisay de Tchekhov, le plus beau domaine du monde. Bien sûr, on ne sait pas où elle est, cette Cerisay, mais c'est à Kharkov que tout le monde s'en va à la fin. Ces pays, aujourd'hui de frontières, entre l'Ukraine et la Russie, ce sont les pays de Tchekhov. C'était pas des frères ennemis, en fait. C'est ce que vous nous dites aussi, André Markovitch. Tchekhov, dont toute l'œuvre est une protestation contre la folie des potentats russes, un appel à soigner la folie des hommes et travailler à réparer les vivants. Réparer les vivants. Et c'est ce que... On ne peut pas dire que l'État russe et que Poutine en particulier les fait beaucoup. Au contraire. Ce qui m'a beaucoup frappé, vous savez, je tiens cette espèce de journal sur Facebook, de journal, je ne sais pas comment dire ça, d'écrivain, appelons ça comme ça. Et donc je suis, d'une façon ou d'une autre, l'actualité russe depuis 2013. Et une des choses qui me frappait, c'était la montée du discours nationaliste, du discours de la forteresse assiégée. Nous contre tous les autres. Et il n'y avait pas de voix discordante. Et cette espèce de mur de la propagande contre ça, de mur de haine, parce qu'en fait, c'est ça qui frappait beaucoup. C'est pour ça que, à partir d'un certain moment, j'ai décidé que je ne pouvais plus retourner même en Russie, à cause du discours de haine qui régnait partout, de cette atmosphère mais je sais pas, de meurtre qu'il y avait.
Et vous écrivez d'ailleurs que la guerre en Tchétchénie est une préfiguration exacte de celle menée aujourd'hui en Ukraine, hein, avec beaucoup de Absolument. points communs et des moyens presque similaires qui ont été mis en œuvre. Même leitmotiv, aussi, même violence. C'est-à-dire, d'abord, l'idée, c'est de tout détruire. Ce qui se passe en Ukraine, c'est qu'ils détruisent absolument tout, systématiquement. Que ce soit Severodonetsk, que ce soit Mariupol, mais partout. Et ils détruisent les infrastructures civiles. Ils tapent d'abord sur les infrastructures pour que les gens ne puissent plus vivre. Mais c'est, théorisé. Je parlais de cet article que je cite dans mon petit bouquin de Timofey Sergeev. Il explique ça. C'est qu'il faut punir les gens qui résistent. Or, les gens qui résistent, et je le dis entre parenthèses, c'est la guerre, elle se fait où? Elle se fait dans les régions les plus majoritairement russophones de l'Ukraine, les régions de l'Est. Et donc, il faut d'abord, disent les théoriciens de ça, parce que c'est théorisé, il faut d'abord punir les gens, les réduire à la misère, pour qu'après, ceux qui restent viennent nous supplier de les prendre chez eux et de leur donner un semblant de vie. Ça, c'est écrit en toutes lettres. Au moment de la Deuxième Guerre en Tchétchénie, comment l'opinion russe a réagi? Vous dites, elle a plutôt soutenu cette action et cette guerre, car il s'agissait de laver la honte, on y revient, la honte de la Première Guerre en Tchétchénie. Non seulement la honte de la Première Guerre en Tchétchénie, qui avait été un désastre, mais la honte du désastre qui a été pour les gens la perestroïka, et qui a été... parce que en Union soviétique, il y avait peu, mais il y avait pour plus ou moins chacun. Et puis la perestroïka est arrivée, et d'un point de vue, de la démocratie, de la parole s'est libérée, etc., etc. Ça a été un grand mouvement, un mouvement extraordinaire un mouvement de vie, quoi. Mais la vie économique a été vraiment terrible. Moi, je me souviens comment ma grand-mère, qui avait économisé pendant toute sa vie pour se payer ses obsèques, d'un jour à l'autre, s'est retrouvé que ses économies devenaient en fait un salaire mensuel. Les gens se souviennent de ça. Et puis il y avait cette espèce de honte de Yeltsin, cet alcoolisme. Et puis ces oligarques-là et tout ça. Et du coup, quand Poutine est arrivé, il faut le dire. Et c'est pour ça qu'il a joué sur la honte. 99. Poutine est arrivé pour sauver la famille Yeltsin et il était lui-même à la jonction de deux forces étranges. Il y a le KGB, puis il y a la mafia. La mafia, vraiment la mafia. Voilà. Et il a tout son discours, c'était laver la honte. Et comme en plus à ce moment-là, il y avait eu le 11 septembre et tout ça, on faisait tout un truc sur les soi-disant menaces islamistes en Russie. En gros, la guerre de Tchétchénie est passée honteusement inaperçue. Il y avait quelques personnes, quelques intellectuels qui comprenaient bien ce qui se passait et l'horreur de ce qui se passait. Mais finalement, pour la majorité des gens, il s'est comme rien passé. Et puis après, il y a eu autre chose. Il y a eu le fait que la vie a commencé à trouver une espèce de base stable et que les salaires ont été payés et que petit à petit, pendant les premières années de Poutine, à cause du prix du pétrole, il y a eu une espèce de création d'une classe moyenne. Et que pour les grandes villes, il y a eu une espèce d'illusion qu'on pouvait avoir une vie européenne. Et il y avait une vie européenne. Et alors pourquoi 15 ans plus tard recommencer la guerre en Ukraine cette fois? Mais parce que l'idéologie de Poutine, ça a toujours été ça. Ça a été la domination de l'Empire russe. Et ça, c'est la première chose
Le nationalisme de Poutine, c'est ça. Tous les pays qui appartenaient à la sphère, non seulement soviétique, mais de l'Empire russe, doivent rester sous le joug, ou sous, la protection, entre guillemets, de l'Empire russe, des forces de l'Empire. Et puis, il y a une autre chose. La haine radicale qu'éprouve Poutine pour la démocratie. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est en jeu en Ukraine ? C'est le fait que l'Ukraine, partant des mêmes catastrophes que la Russie, menait depuis un certain nombre d'années, à travers de grandes difficultés, etc., une expérience réellement démocratique. Et se tournait vers l'Occident. Mais ça, c'est inacceptable pour Poutine. Pas simplement de se tourner vers l'Occident, mais la démocratie. Le fait qu'une démocratie puisse réussir. Ça, c'est la guerre. C'est pour ça que la guerre que les Ukrainiens, en fait, nous défendent, non. Ils sont... On les massacre parce qu'ils sont les représentants de la démocratie. C'est pour ça. Tout ce miroir tendu, ce miroir dans lequel on ne veut pas voir. Mais ce qui est intéressant, vous racontez aussi comment l'image que la Russie, que les Russes voient d'eux-mêmes est déformée par le mensonge et la désinformation, avec des médias indépendants qui n'ont plus voix au chapitre qui est en train de s'écrire, André Markovitch, avec cette traduction du mensonge qui n'est pas nouvelle, qui était déjà là au moment de la guerre en Tchétchénie, déjà là aussi dès 86, au moment de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et ce drame qui avait été caché. Et là encore, pas de leçons de toute cette tragédie, les leçons n'ont pas été tirées. Alors est-ce que vous avez des amis là-bas ? Est-ce qu'ils ont pris la mesure de ce que vous appelez la réalité des crimes commis en Ukraine ? On va écouter un extrait d'un reportage des Pieds sur Terre, l'émission de France Culture qui date d'avril, avec cet échange entre une mère et son fils. Et on voit dans quelle ignorance aussi la société russe est maintenue. In the evening of the February 24th, just after their war started, Le soir du 24 février, juste après que leur guerre a commencé, elle m'a appelé et elle m'a demandé Are you safe? « Tu es en sécurité ?» And when I said, Mom, there is no safe. Et j'ai répondu « Maman, il n'y a aucun endroit sûr en Ukraine ce soir. » À ce moment-là, il y avait déjà eu des bombardements sur des maisons de civils. Et je lui ai dit « Maman, c'est une vraie guerre. Et l'armée russe a commencé à bombarder des bâtiments civils, même à Kiev. Je le sais. Ce que je te dis est vrai puisque je suis là-bas. » Mais elle ne m'a pas cru et elle a dit « Ah, tu crois juste à la propagande. Ces Russes sont juste en train d'essayer de te sauver et ils ne bombardent que des cibles militaires. » Et ça a donc été la fin de la conversation. Voilà, le témoignage d'Artem, dont la mère répète ce que dit la propagande et pense que c'est son fils qui est sous l'effet de cette propagande contraire. On voit la fracture, la scission entre ceux qui vivent en Ukraine et ceux qui sont en Russie aujourd'hui. Et ça, c'était au mois d'avril. Je vous posais la question, est-ce que vos amis là-bas, les contacts que vous avez pu garder, est-ce que vous sentez que quelque chose est en train de se fissurer ou pas du tout ? Alors, moi, je suis un mauvais exemple. Parce que je pense que tous les amis que j'avais, sauf une personne, avec laquelle, du coup, j'ai tout de suite cessé tout contact, tous les amis que j'avais sont parfaitement conscients de l'horreur de ce qui se passe et étaient des gens qui étaient radicalement opposés au régime. Mais de fait, il y a beaucoup de gens qui refusent de croire. Pourquoi qui refusent de croire ? Parce que, qu'est-ce que c'est le nationalisme de ce point de vue-là ? C'est une joie immanente. Vous voyez, même dans la douleur, nous sommes, je ne sais pas, russes, je ne sais pas, mettez n'importe quel mot, quel nom de pays ou de province, on souffre, mais on a raison. Et on parle du nous sommes là. Et dès que on leur montre que c'est pas comme ça, ce qui se casse en eux, c'est la foi, la joie, la consolation. On vit pas bien.
mais on est une grande nation. Si tu leur dis non seulement vous ne vivez pas bien, mais votre président et votre armée, en votre nom, violent, assassinent, volent, à ce moment-là, les gens se sentent comme agressés au fond d'eux-mêmes et commencent à haïr. Le nationalisme, c'est pour ça qu'il est très très dangereux. Partout, partout, partout. Parce qu'il n'éveille que des passions tristes. Et en même temps, c'est pour ça que c'est une arme puissante. Bien Ce sûr. qu'a bien compris aussi Vladimir Poutine. Bien sûr, bien sûr. Un sentiment à activer et à réactiver. Et puis il y a aussi le silence qui est gardé parce qu'aujourd'hui, exprimer une opinion dissidente, au contraire, en Russie, c'est quand même dangereux. C'est en ça aussi que je pense que quand on parle des sondages qui disent que Poutine a, je ne sais pas, 70% de partisans, etc., c'est juste stupide. Je ne comprends pas quel sondage peut être fiable en dictature. Quelqu'un vous téléphone et dit qu'est-ce que vous pensez de Poutine, vous ne connaissez pas la personne, c'est idiot de répondre je suis contre. Enfin, je veux dire, il faut être héroïque. Bien sûr. Alors je reprends les premiers mots de ce court essai que vous publiez dans la collection Libelle du Seuil, André Markovitch, et dont le titre est « Et si l'Ukraine libérait la Russie ?» Vous le dites vous-même, cette phrase semble indécente, alors que la guerre fait rage, que l'Ukraine est ravagée, que la Russie s'efforce de détruire toutes ses infrastructures civiles, alors que l'on assiste avec plus d'un quart de la population ukrainienne déplacée ou réfugiée dans d'autres pays, un nettoyage ethnique sans précédent et que l'on découvre de jour en jour des dizaines et des dizaines de crimes de guerre perpétrés par l'armée russe, alors que c'est l'existence même de l'Ukraine qui est mise en cause par Vladimir Poutine. Et pourtant, je la répète, cette phrase, et si l'Ukraine libérer la Russie, si l'électrochoc provoqué par le désastre ukrainien arrivait en Russie à réveiller les consciences et à changer l'histoire russe, combien de temps avant que l'écran se fissure? Le 23 mai dernier, la condamnation pour le meurtre d'un civil du premier soldat russe jugé pour crime de guerre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Vadim Chechimarin, l'ont-ils su, les Russes? Et puis les corps des soldats russes morts en Ukraine, est-ce qu'ils ont commencé à être rapatriés? Et puis ces images aussi prises par un soldat russe qui refuse d'obtempérer et qui déserte, est-ce qu'elles ont circulé? Est-ce qu'on est au courant de ça? Et puis ces autres images encore, celles filmées par un jeune soldat russe, Yuri, monté par des Ukrainiens et qui raconte aussi cette guerre par le téléphone portable de ce soldat. Au début, il filme son bonheur familial, sa joie, et puis il est envoyé là-bas sur le front et il continue à filmer. Le film s'appelle L'Occupant, il est en ligne, extrait. Mai 2021, 10 mois avant la guerre. Yuri offre un vélo à sa fille Masha. Qu'est-ce que papa a acheté? Qu'est-ce qui se cache sous la couverture? Reste là, Masha. Viens pas ici. Attention, tu regardes bien? Non, éloigne-toi. Attention, tu es prête? Et voilà ton nouveau vélo. Bon anniversaire, Masha. Novomayorsk, région de Donetsk. Village de Novomayorsk. Je ne connais pas la date. J'ai ramassé le mort du bataillon du génie, viande hachée. Ils ont commencé à construire des ponts et ils ont été bombardés. Maintenant, ils ne savent plus quoi faire. Voilà, ces images prises dans un téléphone portable d'un soldat russe arrêté en Ukraine et qui ont été montées par un journaliste qui dit d'ailleurs que ça pose des questions éthiques, ce qu'il a fait, puisque ce sont des vidéos quand même privées, récupérées dans un téléphone portable. Et c'est un montage, donc une mise en récit aussi par ce journaliste ukrainien, avec une narration forcément subjective, mais qui raconte quand même, ou qui montre un profil de l'occupant, comme il l'appelle, plus de 3 millions de vues sur YouTube pour cette vidéo, de cet occupant qui est un jeune homme perdu dans cette guerre aussi, finalement. La plupart des soldats russes qui sont là sont des jeunes totalement perdus dans
dans cette guerre. Et il y en a un bon nombre que ça n'empêche pas de violer, de torturer, Voilà, c'est comme ça. Mais en fait, moi j'en appelle à la défaite de la Russie. À la défaite militaire. Parce que la seule façon de se débarrasser du pouvoir de Poutine, qui est un pouvoir totalement mortifère, à l'extérieur et à l'intérieur, c'est de lui faire honte. C'est-à-dire d'abord de le battre militairement et d'aider l'Ukraine à vaincre militairement la Russie de toutes les façons possibles. Vous n'êtes pas d'accord avec les mots du président de la République, C'est le mot Emmanuel Macron, il ne faut pas humilier la Russie? Je pense que c'est une parole, comment vous dire, et malheureuse et honteuse. Parce que justement, Poutine construit tout, comme je le disais, tout son discours sur la fierté nationale. Une fierté totalement fausse, une fierté construite sur le vol, sur la corruption, sur le meurtre, sur la torture, sur l'oppression et sur le mensonge. Au contraire, il faut humilier la Russie. Mais qu'est-ce que ça veut dire de toute façon humilier la Russie? Comment on peut humilier une notion? Mais la question que pose Voilà. le président... Par contre, oui. il faut humilier Poutine. Il faut battre Poutine. Et ne pas considérer que Poutine peut être un interlocuteur. Même si, de fait, il est président de la Russie. Mais après ce qui s'est passé, il ne peut pas être un interlocuteur. C'est bien pire que Saddam Hussein. Parce que, mais réellement, les textes écrits par les turiféraires de Poutine, c'est ça qui est monstrueux dans cette histoire. C'est qu'il y a une rupture ontologique en Russie avec cette guerre. C'est que le pays qui, apparaissait ou se proclamait comme le seul vainqueur du nazisme, tient, vis-à-vis des Ukrainiens, le discours que tenaient les Allemands vis-à-vis des populations qu'ils occupaient, en dehors des populations juives, puisque les populations juives étaient systématiquement massacrées. Mais c'est le même discours que tenaient les Allemands vis-à-vis des Polonais, ou vis-à-vis des Ukrainiens, ou vis-à-vis des Biélorusses. Mais c'est ça qui est invraisemblable. Et considérer qu'il ne faut pas humilier la Russie, je ne comprends pas comment on peut dire ça. Il y a le risque, la crainte, dans cette fierté nationale et nationaliste que vous avez décrit, André Markovitch, peut-être de voir cette figure du pouvoir, ce leader qu'est Vladimir Poutine, perdre la face et d'imaginer une situation, un scénario où la folie totale prendrait le pas sur la raison ou la diplomatie. J'imagine que c'est ce qui est évoqué dans cette phrase. C'est une... Alors, moi, qu'est-ce que je dis d'après tout ce que je lis, tous les analystes militaires ou politiques ou quoi ou qu'est-ce disent qu'il y a 1% de chance pour que Poutine réellement utilise la bombe atomique, parce qu'il sait que s'il l'utilise, il disparaît à l'instant même. Et c'est la menace ultime, effectivement. Voilà. Donc, c'est possible, mais non, ce qu'il faut, c'est que le choc produit par la défaite des Russes et par les sanctions ô combien justifiées imposées à l'économie russe, et que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne peut plus du tout aller, et que c'est à l'intérieur de la Russie que ça change, que ça doit changer. Vous évoquiez autour de cet extrait du film L'Occupant, évoqué à l'instant, vous parliez de cette violence aussi, de cette barbarie, pour reprendre le mot du président ukrainien Volodymyr Zelensky, de l'armée russe. Oui. Il disait « L'armée russe va s'inscrire dans l'histoire comme l'armée la plus barbare et la plus inhumaine du monde ». Vous évoquiez les viols, les pillages, cette culture de la violence. Vous qui connaissez bien aussi la littérature russe, est-ce que certains y font référence? Pouchkine, par exemple, La fille du capitaine. Est-ce qu'il y a une culture de la violence? C'est pas une culture de la violence, c'est une peinture de la violence depuis le début. Et Pouchkine le montre.
dans La fille du capitaine, mais partout, dans tous ces textes. Il y a un poème qui passe pour être un poème nationaliste russe, impérial, Poltava, sur la naissance de l'Empire russe, la victoire de Poltava, où Pouchkine dit « Tak тяжкий млад, дробя стекло, кует булат », ça veut dire « ainsi le marteau pesant, brisant le verre, forge l'acier ». Alors, il paraît qu'il faut mettre du verre pilé dans l'acier pour qu'il soit solide, mais le verre, c'est Pouchkine dit ça, mais pourquoi le verre ? Le verre, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'humain. La fragilité. La fragilité. Et c'est ça que depuis Pouchkine, la littérature russe montre comment le pouvoir détruit l'humain. Justement, pour l'instant, celui qui tient la plume, celui qui écrit ou réécrit l'histoire, c'est Poutine, en exaltant le peuple russe, en vantant la grandeur nationale, vous l'évoquiez, celui qui fait apparaître la politique, cette politique impérialiste qu'il mène comme un accomplissement, l'accomplissement d'une destinée pour son pays. Si on rendait la plume aux écrivains russes, quel chemin tracerait-il ? Un chemin de sang, un chemin de terreur, de millions et de millions et de millions de morts, de millions et de millions encore plus de vies détruites, de vies, même si les gens ont survécu, de vies totalement massacrées. Vous savez, il y avait une photo de groupe chez ma grand-mère, 25 jeunes étudiants en 1910. Sur ces 25 étudiants, 2 sont morts dans leur lit, dont un après 25 ans de camp. Tous les autres sont morts de mort violente. Et Anna Akhmatova a dit « Я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был». J'étais à ce moment-là, pendant la terreur, avec mon peuple, là où mon peuple, par malheur, était. Et la grande littérature russe est une littérature de compassion, une littérature, je dirais, tchécovienne, qui montre ce que c'est, que cette violence insupportable qui est en jeu, et qui est une violence aux racines très, très, très anciennes. Donc c'est une invitation quand même de votre part aussi, André Markovitch, à ne pas laisser cette grande littérature, ainsi que la langue russe et cette culture si foisonnante tomber complètement dans l'oubli. Mais bien sûr, Mais bien sûr. Comment est-ce qu'on peut oublier la littérature russe ? Au contraire, la littérature russe, c'est l'humanisme même. Attends, je dis la littérature... Il y a des textes, mais bon, il y a des textes monstrueux, mais comme partout. C'est pas parce qu'il y a Céline qu'il faut pas lire. On relit quoi en priorité ? Tchekhov et Tchekhov. André Markovitch, et si l'Ukraine libérait la Russie ? C'est le titre de ce court essai que vous publiez dans la collection Libelle au Seuil. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui autour de cette grande table des idées. Un grand merci à toute l'équipe, à Laura Dutèche-Pérez qui a programmé et préparé cette émission, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour cette grande table culture avec Olivier Assayas que je vous invite à retrouver sur franceculture.fr. Merci beaucoup à Thomas Beau avec Jordan Fuentes.